Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, très bon réveil, excellente matinée en notre compagnie, en compagnie de tous les éléments du Bonjour d'Algérie, et bien sûr les rubriques, et bien sûr les techniciens qui vous accompagnent. Jusqu'à 10h du matin, nous serons ensemble à partir de maintenant, avec bien entendu les rubriques. Hamid Belkhassam sera parmi nous. Aujourd'hui, il reviendra sur la Journée mondiale de la mer. C'est célébré chaque année le 24 septembre. Il nous en parlera en détail et surtout parlera de la thématique retenue pour cette année, c'est les transports maritimes durables au service d'une planète durable. Il sera accompagné du chef de département police maritime, bien entendu. Il sera là pour nous parler bien sûr de leur travail au quotidien et tous les enjeux nécessaires. Nous allons également revenir sur l'emploi et bien entendu avec cette opération lancée par l'entreprise Emploatic. Il s'agit donc de la crise sanitaire au marché et le marché de l'emploi. Bien sûr, c'est vrai que ça a baissé ces derniers temps. On va voir comment est-ce que cette entreprise a mis les bouchées doubles pour relancer le marché de l'emploi. Elle sera là parmi nous pour nous en parler en détail, et la directrice des opérations. Et puis on parlera aussi l'enseignement des langues avec un jeune qui a décidé d'ouvrir une école des langues, langue asiatique. Ça sera bien sûr comment apprendre le japonais, chinois et le coréen. Il sera là pour nous en parler en détail. Vous verrez l'engouement des Algériens pour ces langues vivantes. Nous terminerons l'émission avec Hakim Keshroud qui nous parlera sport et surtout d'actualité sportive en général. Et il rendra hommage aussi à un ancien joueur international de football qui nous a quittés cette semaine. Donc il sera accompagné bien sûr de Mokhtar Kalem qui sera son invité. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi. Tout de suite, nous allons voir les nouvelles du ciel avec Amel Aribi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Alors je reprends les nouvelles du ciel avec Amel Aribi. Voilà. Bonjour Amel, ça va? Oui, tout en rose, vous êtes toute jolie. Merci. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. En forme. Ouais, ça va. Alors c'est vrai qu'il a fait 31 hier. Ah bah oui. Et il a fait pas vraiment chaud quand même. Ça va pour un mois de septembre, 31, c'est bon. Hein. Même aujourd'hui, ça sera pareil. Pareil. Ouais. Mais avec l'humidité, peut-être que ça a baissé un peu. Au contraire, on sentait pas quand il y a beaucoup d'humidité, on sent la chaleur. Bon, ouais. Je vous laisse nous donner toutes les nouvelles bien précises, allez-y. Merci Amel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, on aura un ciel le plus souvent voilé sur pratiquement l'ensemble des régions nord et pré-orageux, près des côtes. Et on aura aussi des orages sur les régions intérieures et le haut plateau de l'ouest, le centre et également l'est du pays, avec quelques pluies par endroits. La moitié sud, le ciel restera partiellement voilé vers le sud-ouest, le nord-Sahara, les oasis, le Ega et le Tassili, avec des foyers orageux vers le nord-Sahara et les oasis. Ces orages peuvent engendrer quelques averses sur le nord-Sahara. Ailleurs, le soleil sera bel et bien présent vers l'extrême sud, le Sahara central et le Sahara oriental, avec des soulèvements de sable, cette fois-ci vers les oasis et le Sahara oriental. Les températures, l'après-midi, eh bien, Météo Algérie a prévu un maximum de 32 degrés du côté de Relizane, Tizi Ouzou, 31 à Tlemcen, Alger, 30 degrés à Oran, 28 degrés à Annaba, Constantine, 25 à Al-Beyod, 24 à Batna, 22 vers Djelfa. Au sud, 29 degrés à Biskra, 33 à Gardaïa, 35 à Tamanrasset et Janet, 36 Béchar, 41 à Ilizi, 42 Tindouf, Borj Beni Mokhtar, Ingezam et le maximum cette fois-ci à Adrar avec 45 degrés. La mer pour cet après-midi, eh bien, on aura une mer plutôt calme sur pratiquement l'ensemble des régions côtières avec des vents qui vont souffler entre 10 et 20 km/h près des côtes centre et est et 10 à 30 km/h près des côtes ouest de secteur sud-ouest. Et on va faire un petit tour cette fois-ci vers l'Amérique du Nord où le ciel se montrera nuageux, pluvieux avec des orages du côté de Vancouver, nuageux à Dallas, partiellement voilé à Montréal, plutôt dégagé à Washington, New York, Californie. Côté Mercure, eh bien, on lèvera 22 degrés à Montréal, 28 New York, 29 degrés Californie, Miami, 23 à Dallas, 27 degrés à Washington et enfin 24 degrés à Mexico. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم.
Voilà, vous savez tout sur les nouvelles du ciel, vous savez comment vous habiller avant de sortir, bien sûr, de chez vous si vous n'êtes pas encore sorti. En attendant, on vous souhaite donc de passer une bonne journée et surtout agréable matinée en notre compagnie, en compagnie d'Amel qui vous retrouvera bien sûr à midi et 19h, c'est ça? Exactement, c'est ça. Et puis en attendant, on vous laisse repartir travailler. Une chanson? Ah oui, bien sûr, une chanson pour vous laisser repartir avec le chanteur Sik Amel qui va vous faire danser un petit peu. Vous avez bien dansé avec ces rythmes de salsa pour retrouver Hamid Belkacem, comme chaque mercredi matin. Il nous fait voyager à travers, bien sûr, l'environnement et cette fois-ci, il va nous emmener en mer. Eh bien, c'est pour nous parler, bien sûr, de la journée mondiale de la mer. Bonjour Hamid. Bonjour Amel, bonjour à tous. Comment ça va? Très bien, merci. Alors, on prend le large? Oui, on prend le large avec ces belles images que nous a mis Wafa Al-Rouati en arrière-plan magnifique. Et puis, on n'est pas seul aujourd'hui, on est accompagné par un invité de marque. Alors, oui. C'est Monsieur Bachir Bounahara. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors, vous êtes chef département police maritime au service national des gardes-côtes. Oui, exactement. Oui. Alors, c'est pas souvent qu'on reçoit les gardes-côtes sur notre plateau. C'est pour ça que je disais, c'est un invité de marque. Voilà, avec la tenue en plus. Et justement, c'est beau la mer. Oui, prendre le large, c'est beau la mer. Il faut le préserver. Il faut respecter, préserver. Il faut le préserver, il faut préserver la faune, la flore, l'environnement. À travers le monde, on célèbre la journée mondiale de la mer, dernier samedi du mois de septembre. Mais puisqu'on est le dernier mercredi, j'allais dire, pour parler d'environnement, on peut le célébrer aujourd'hui, en bonne présence. Il y a des choses très importantes à mettre en place. La mer, c'est un bien commun. On est en Méditerranée, c'est une mer qui est semi-fermée, qu'il va falloir préserver. 40% du commerce mondial se fait par voie maritime. Exactement. Et donc, il y a beaucoup de bateaux, il y a des pétroliers et tout, il y a de la pêche, il y a du transport de voyageurs, il y a de la plaisance, il y a du tourisme et du dessalement. Et il faut garder ce milieu propre. Pour le garder propre, il faut une police, donc il faut un département. Et en Algérie, nous avons la chance d'avoir choisi dès 1973, n'est-ce pas, colonel, un service national des gardes-côtes qui a plusieurs missions. Voilà. Et quelles sont les missions du service des gardes-côtes? Oui, exactement. Le service national des gardes-côtes du commandement des forces navales assure plusieurs missions, notamment dans le cadre de l'action de l'État en mer, en ce qui concerne le service public en mer. Et parmi ces missions, c'est la protection de l'environnement marin. Les dispositions des textes, des lois et règlements nationaux, que ce soit au niveau national
ou les dispositions des conventions maritimes internationales en la matière, incite et concentre les efforts sur les dispositions et les mesures préventives. Parce que l'action préventive étant une action très très importante, et il y a aussi l'action répressive selon les dispositions pénales prévues toujours par les textes et la réglementation en vigueur en matière de protection et de préservation du milieu marin. Tout à fait. C'est une immensité. Oui, il faut surveiller tout ça. On a un très beau littoral qui est vaste, qui fait plus de 1620 km de longueur. Il y a un espace maritime. Il y a aujourd'hui une zone économique exclusive qu'il s'agit où il faut une présence de nos forces navales à travers le SNGC notamment. Et lorsque le colonel Bounara parle d'action préventive, entre guillemets, c'est la peur du gendarme. Quand on met des unités navales qui patrouillent, c'est pour forcer les pêcheurs, tous ceux qui sont en mer, à respecter des règles en matière d'environnement. C'est comme ça qu'on arrive à prévenir, par exemple, des ballastages, tout ce qui pourrait être nuisible à l'environnement. Tout à fait, oui. Le vol, par exemple, du corail aussi, on a vu ça. Et les pêches illicites en dehors des zones de pêche. Toutes les restrictions instaurées par la réglementation en vigueur, en réalité, sont des mesures barrières en faveur de l'environnement. Étant donné que l'environnement marin est considéré comme milieu fragile et vulnérable de par sa nature, faune et flore, donc les mesures barrières consistent à renforcer tous les efforts pour une prévention, une préservation optimale du milieu marin contre toute forme de pollution ou d'atteinte à l'équilibre naturel des écosystèmes qui y habitent. Le pillage, etc. Vous savez, quand on dit, des fonds marins. Il y a une philosophie derrière, quand on dit, quand le colonel Bounara dit l'équilibre naturel. Il y a, par exemple, l'une des missions des gardes-côtes, c'est de faire respecter la taille marchande des poissons. Il ne faut pas toucher aux juvéniles, aux plus jeunes. Et donc, puisque ce sont les services, c'est le service national des gardes-côtes qui a des pouvoirs de police maritime, c'est ce que vous faites, vous contrôlez la taille marchande pour que la biodiversité puisse être respectée. Oui, exactement. En matière de police des pêches, le service national de garde-côtes veille à l'application et au respect des règles relatives à la taille marchande des produits pêchés, aux engins de pêche, au respect des zones de pêche et des interdictions instaurées au niveau des saisons. Tout à fait. Vous avez des formations pluridisciplinaires, justement, des personnes qui travaillent au sein de votre service, qui sont donc formées pour cela, pour aller agir sur telle ou telle intervention. Exactement. Il y a les agents habilités, qualifiés, formés, prêts à intervenir au nom de l'État. Donc, pour la pêche, que ce soit pour la pêche, pour le pillage des fonds marins, pour des scientifiques qui sont là, aguerris. Toute activité en mer. Tout à fait. Parfait. Et quand il faut dresser des PV, c'est le service de police maritime qui s'en charge, parce qu'il faut faire respecter la loi. Bien sûr, c'est les dispositions prévues pour la réglementation en vigueur lorsqu'il s'agit d'une certaine catégorie d'usagers de la mer qui ne respectent pas de leur propre gré Entre autres, les plaisanciers aussi. Les plaisanciers aussi, bien sûr. Il y a des règles de conduite en mer, des navigation à ne pas dépasser, etc. D'accord. Il y a aussi un autre aspect qui est peut-être méconnu dans l'action préventive, c'est de faire, il y a des moyens navals, mais il y a aussi des moyens aériens, que ce soit en matière de protection de l'environnement ou de sauvetage. On voit de temps en temps des hélicoptères. On en a vu d'ailleurs des images. Relève du service national des gardes-côtes qui a aujourd'hui une partie aéronavale. Oui, exactement. On a une division aéronavale. On le voit, c'est un Super Lynx de sauvetage. Oui, c'est un hélico spécialisé dans les opérations de recherche et de sauvetage en mer. Très bien. À côté des hélicos, il y a d'autres vedettes, dites vedettes de sauvetage maritime. C'est des moyens spécialisés aussi dans la recherche et le sauvetage maritime. On a aussi des remorqueurs de haute mer qui sont dotés d'équipements et de machines à permettre leur opérabilité en tout temps et partout
en mer, Tout à dans fait. toutes les conditions météorologiques. On voit les vedettes de sauvetage avec quand la mer couleur, est belle, ça oui. va, mais quand la mer est déchaînée, c'est vrai que vous prenez également beaucoup de risques Exactement, pour essayer oui, donc oui. de rechercher des personnes, pour essayer de sauver aussi des personnes, des navires en Mais perdition. c'est notre rare. mission, c'est notre mission à nous de sauver les vies humaines en mer. On est chargé au nom de l'État, c'est les engagements de l'État algérien envers la communauté internationale. Tout à fait. On Ça veut doit dire le que faire. si demain, on est le deuxième, troisième jour de l'automne, on se prépare à une saison hivernale, l'Algérie a une caractéristique, il faut le savoir, c'est le cap Bougarouni, c'est la pointe nord de l'Afrique. De l'autre côté, en Afrique du Sud, c'est le cap de Bonne-Espérance. Oui. Et le cap Bougarouni, c'est la partie la plus au nord. Et donc, il y a des courants, ce qu'on appelle le cimetière des bateaux. Et régulièrement, lors de la saison hivernale, il y a des courants et tout. Et comment se prépare le service national des gardes-côtes à surveiller les points noirs en termes de risque de pollution ou de naufrage ou de... Oui, effectivement, le service national de garde-côte du commandement des forces navales a un plan d'action opérationnelle permanent. Il assure la veille et la surveillance des espaces maritimes en permanence avec des moyens navals, avec des patrouilles dans les approches maritimes et au large de nos côtes, et avec des moyens techniques aussi. Il y a les radars, les postes d'observation implantés le long de notre côte. Il y a les centres de détection marine équipés de moyens de détection électronique qui fonctionnent à travers des satellites. Tout à fait. D'accord, c'est le système satellitaire. Donc tout l'espace où la façade maritime nationale est couverte. Tout à fait. Mais faut Là où dire il y a le risque, on intervient. Tout à fait. Il faut dire que cette année, donc, il y a une thématique qui a été retenue pour cette célébration de la Journée mondiale de la mer. C'est donc les transports maritimes durables au service d'une planète durable. C'est vrai qu'on a pu voir peut-être avec cette crise sanitaire, peut-être la baisse des activités maritimes. Beaucoup de bateaux étaient quand même ont arrêté leur activité. En fait, le commerce mondial a freiné. baissé. Il a baissé. La partie Considérablement. transport maritime des voyageurs a baissé à cause de la Covid-19. Par contre, le moteur de l'économie mondiale, le pétrole a baissé, mais le commerce n'a pas baissé. Oui. On mange tous les jours. Heureusement d'ailleurs, hein, Heureusement parce que d'ailleurs. surtout pour transporter les médicaments, transporter tout ce qui était La nécessaire. nourriture, Voilà. les biens d'équipement, les matériaux de construction. Donc il y a une activité. C'est une activité à surveiller. Parce que vous savez, quand le moteur de l'économie mondiale, c'est le pétrole, lorsque vous avez un pétrolier qui nous vient du Japon, d'accord, qu'est-ce qu'il fait? Il ne vient pas à vide, sinon il va se briser. Donc il remplit ses soutes, ses cuves, ses citernes avec de l'eau de mer D'accord. dans un environnement autre que celui de la mer Méditerranée. Et lorsqu'il arrive, il doit obligatoirement passer par des stations de déballastage, sinon, s'il n'est pas surveillé, la station de déballastage, il faut payer. S'il ne paye, s'il refuse de... S'il ne paye pas, s'il ne veut pas payer, il va déballaster. Donc, il va lâcher l'eau qui est légèrement souillée. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que cette eau va contenir des poissons, des micro-organismes qui vont impacter négativement la biodiversité marine en Algérie. D'accord. D'où le rôle Ils dont vont être parlait le colonel délocalisés aussi, hein. Bonahara, c'est-à-dire c'est la surveillance satellitaire, aérienne, par des patrouilles au quotidien, de nuit, pour justement respecter l'environnement. On ne le voit pas, mais j'imagine qu'au moment où vous parlez, il y a peut-être des unités navales qui sont en train Bien de rentrer sûr, à tout à pouvoir fait. faire des Tout à patrouilles fait. de nuit. Tout à fait, oui. De jour comme de nuit, la surveillance est de permanence, y compris la veille à la préservation du milieu marin de toute forme de pollution, que ce soit déversement d'hydrocarbures ou d'immersion, d'incinération de tout autre produit nocif à l'environnement marin. Dans ce cadre, le SNJC assure le contrôle et la surveillance en permanence à travers l'exercice de la police de pollution. Ah, la police de pollution. La pollution Carrément. de la pollution, Oui, de la d'accord. pollution marine, exactement. Il est partie prenante pratiquement dans tous les comités appelés Tel Bahr, instaurés par la réglementation en vigueur, dans le cadre ou pour faire face à toute éventualité en matière de Donc, lutte contre la pollution Vous marine. faites des échantillonnages régulièrement. Les échantillonnages, oui, à partir d'un constat
après une infraction, on procède à la prise d'échantillons, analyse, puis un rapport. Et s'il s'avère que la pollution est volontaire ou elle est délibérée, on traduit directement le c'est ce qu'on avait vu devant la avec justice. Habib plusieurs fois. Il nous avait ramené des photos où il y avait donc des charges comme ça spontanées, on va dire. Hein. On ne connaît pas l'individu qui les a ramenés, donc on peut les appeler spontanés. Il faut la recherche. Ils ont l'habilitation d'officier de police judiciaire et donc ils font l'enquête, ils constatent la pollution, ils font l'enquête. Le délit. Et ils recherchent la personne et ils la présentent devant les tribunaux, c'est cela? Exactement. Il y a toujours une enquête après n'importe quel incident ou accident de pollution. Elle est à la charge des structures de l'administration maritime locale, l'autorité maritime locale qui relève de l'autorité du service national de garde-côte. Après chaque incident ou accident, que ce soit délibéré ou accidentel de pollution, il y a une enquête qui doit se faire. À l'issue, il y a un rapport détaillé qui définit à peu près les circonstances ou les contrevenants probables de la pollution. Et on les traduit, s'ils sont identifiés, on les traduit devant la justice. Colonel Boulara, un incident ou un exercice ou un sauvetage qui s'est déroulé dernièrement ou un constat de pollution par le service national des gardes-côtes? Oui, les exercices, je vais vous citer le dernier exercice qui date du mois de mai 2019, qui a été exécuté au large du port d'Arzeu. C'est un exercice de simulation. Simulant le scénario de l'exercice prévoyait un déversement massif de pétrole brut après une collision entre deux navires, un pétrolier et un bitumier. Donc le déversement massif a provoqué une nappe assez large sur les côtes d'Arzeu. Donc le premier intervenant, c'est le comité de wilaya de Tel Bahr, de la wilaya d'Oran, composé de tous les membres concernés par la lutte contre la pollution marine. Ensuite, il s'est avéré, selon toujours le même scénario, que l'envergure de la pollution dépasse les capacités du comité local. C'est le comité régional qui intervient. Il est présidé en l'occurrence par le commandant de la façade maritime concernés, qui relèvent de l'autorité du commandement des forces navales. Et selon le même scénario toujours, la pollution est d'une envergure qui dépasse les capacités du comité régional. Alors le comité régional sollicite la mise en œuvre du plan Tel Bahr national. Le comité national est présidé par M. le ministre de l'Environnement. Donc, l'exercice, pourquoi faire un exercice de lutte contre la pollution? C'est pour préparer le personnel et tester les équipements, tester leur réaction, tester les délais d'intervention et probablement corriger le manquement. Exactement. Alors, vous n'avez pas eu à agir dans de telles conditions? Pas encore? Alhamdoulilah. Non. Non, on espère qu'il n'y aura pas ce genre de collision et ce genre de dégâts sur notre planète. On n'est pas seul en mer, donc de manière régulière, quasiment quotidienne, on le voit souvent à la télé, il y a des interventions en termes de sauvetage en mer pour porter assistance à des navires, même au large. Exactement, oui. C'est une mission de service public que le service national de garde-côte assure en mer. C'est la recherche et le sauvetage en mer des personnes en danger et l'assistance aux navires en détresse. Donc, il intervient dès la réception d'une alerte ou l'appel de détresse pour sauver des vies humaines ou pour assister des navires en difficulté de manœuvre qui font face à un risque imminent. Voilà. Et c'est bien, les missions sont diversifiées, mais moi je me rappelle avoir vu un compte rendu sur la presse nationale où un hélicoptère du service national des gardes-côtes est intervenu à peu près à 60 km au large d'Alger pour porter assistance à un officier mécanicien d'un bateau grec
qui était vraiment au large et qui avait fait une crise cardiaque. Il a été conditionné sur place et litreuillé et ramené au port d'Alger pour être emmené à l'hôpital Mustapha. C'est une mission plus ou moins régulière qui se fait au niveau du service national des gardes-côtes. Ce n'est pas une mission régulière, mais c'est une mission qui se fait de temps en temps. Sur appel du bord, des navires, par exemple, il a un malade à bord qui nécessite une évacuation militaire. Porter assistance, c'est toujours dans la mission de porter assistance. Exactement, c'est dans le cadre de l'assistance. C'est une évacuation médicale. D'accord. Elle est sollicitée par le bord dans des cas par le bateau le bord, c'est le bateau qui est de passage le long du littoral algérien. Exactement. Surveillance surtout aussi de nos côtes. C'est vrai qu'avec la crise sanitaire, on a vu beaucoup de bateaux rester comme ça en rade quelquefois, ou carrément le personnel navigant qui était confiné, qui n'avaient pas le droit. Et ça, c'est aussi une situation très difficile à vivre pour toutes ces personnes qui travaillent. Oui, c'est très difficile, mais les conditions sanitaires du pays et du monde entier l'exigent. C'est une mesure préventive, on ne peut pas... Vous avez dû, vous aussi, gérer ce genre de situation, quelquefois complexe. Exactement, oui. On ne peut pas accéder ou monter à bord d'un navire pour faire notre mission et risquer nos vies. Tout à fait. Et celle des autres. Donc, il faut passer par le contrôle sanitaire d'abord. Si on nous donne le feu vert, on passe à l'action. Voilà. Eh ben, très bien. Plusieurs missions. On a parlé du sauvetage, mais de la préservation de l'environnement au sens large. Vous savez, un littoral, c'est de l'économie. C'est ce qu'on appelle l'économie bleue. Et cette économie, si elle n'a pas, entre guillemets, un bras armé pour la préserver à travers le service national des gardes-côtes, il y a des pertes économiques et c'est dommageable pour le pays. Eh ben, en tout cas, grâce à vous, Hamid, aujourd'hui, on a parlé de la mer, la journée mondiale de la mer, et surtout faire un gros plan sur les gardes-côtes et le service des gardes-côtes, bien sûr, algériens, qui font un travail extraordinaire. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Je rappelle, Béchir Bounaara, vous êtes chef du département police maritime au niveau du service national des gardes-côtes. Un dernier mot peut-être? Oui, je peux dire que notre bien-être est lié à celui de notre environnement. Alors prenons soin de notre environnement. Comme le dit si bien Hamid. C'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous. Merci beaucoup. Merci à vous. À mercredi prochain, Inch'Allah, avec une autre thématique. En attendant, préserver notre environnement. C'est cela, c'est le mot à dire aujourd'hui. Eh bien, on continue. On va s'intéresser à un beau métier aussi, donc celui de charpentier de marine. C'est un beau métier, vous en avez besoin également. C'est donc Samira Hadjarmar qui nous fait découvrir ce portrait de Ahmed Kadem. On se retrouve juste après. Comme une évidence, Ahmed Kadem savait que le bois ferait partie de son chemin de vie. Après une brève scolarité, il inscrit sa passion au programme de sa prédestinée. كنت صغير نعشق في هذا الميتي. انا خدمت بابور كنت ما نعرفش هذا اللوح كاع. خدمت بابور صغير كنت نقرا في البريمير خدمت بابور صغير. يسمى ملي كنت صغير نعشق في اللوح. خدمت بابور صغير بليطه راكي تعرفي انسان راه يكبر كذا من كي ما نجحناش في القرايه تاعنا واش ندير؟ الفومي نروح ندير حاجه اللي نضمن بها لافينير تاعي. رحت درت فورماسيون في بوسماعين سونتر فورماسيون بوسماعين بعثوني هنا ليكوليب. Charpentier de marine, un métier ancien, très demandé et pourtant en voie de disparition. يشوف لافيبر يشوف لو فار واللوح ما كاش اللوح بدايري ما نكذبش عليك تغيظني عمري علاه باسكو اللوح نعشقوا فيه ولي ميور فلوطون ولا مير سي لو بوا. Des difficultés, le charpentier en rencontre de plus en plus. Il nous en parle. باتو اون بوا في لونتروتيا بزاف شاك سي موا لازم تجبديه شاك سي موا لازم تبونسي تنقيه ماستيك فيه صوالح بزاف ولي ما راكي تعرفي مع لابيش نقصت حنا عندنا لو بواسون في بلادنا نقص بزاف يسمى الناس ولات ما كاش المدخول بزاف تحوس على الحاجه اللي ما تخرج فيها بزاف دخل ما تخرج. Charpentier de marine, un métier ancien, très demandé et pourtant en voie de disparition. درك راه لا فيب دو فار راه لاسي الناس شغل هذوك ناقصه شويه لونتريتي تاعهم سما كيما بابور لا فيب دو فار قادره 3 و 4 ما تجبديش ماشي كيما لو بوا لازم 6 موا لازم ينجبد لا سي كيف باتو اون بوا واعر باه طلعيه ومامطو فيه التعب وكي تعرفي لي جون تاع درك يحوسوا غير سهله
لجان لا ماجوريتي تاع لجان درك حنا ما نتهموهمش كاع، بصح كاين ناس اللي تحب تخدم، اللي تعشق في الميتي تخدم، وكاين لا ماجوريتي يحوسوا غير على السهله، يروح لك لافيب يسمى رولو سبغ وهو طلع بابور. Paroles de marin, histoire sur les mers racontées depuis la nuit des temps, superstition. Ahmed Kadem nous en fait le conte. Je suis un charpentier وابخي marin، نخرج البحر ثاني نخرج البحر. انا في البحر نعرفوه انسان مثلا رانا خارجين للبحر تكلين على ربي. سيبو مثال الرئيس يشوف بحري راقد فوق الشبكه. يقولنا اليوم ما سي باس علاه واش كاين؟ يقولنا كي تشوفوا بحري راقد فوق الشبكه غير ما تتكلوش على ما تتكلوش تجيبوا الحوت. De retour sur le plateau du Bonjour d'Algérie, on va parler emploi à présent avec notre invité. Il s'agit de Lila et Hamla. Hamlet, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Marhaba bik, vous êtes directrice des opérations au niveau de l'entreprise Emploitique. C'est ça. Une entreprise qu'on connaît déjà depuis assez longtemps, qui a bien travaillé sur le terrain ici en Algérie, le marché de l'emploi, ils connaissent bien, vous connaissez bien. Et aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler justement de cette crise sanitaire, son impact sur l'emploi ici en Algérie, et surtout voir comment remonter un petit peu cette courbe. N'est-ce pas? Justement, c'est tout le travail que nous faisons depuis 2006, la création de l'entreprise, et pendant cette période, depuis la crise du Covid. Donc nous avons essayé de maintenir le plus possible le contact, que ce soit avec les entreprises ou les que ce soit avec les d'emploi. demandeurs d'emploi. Et nous faisons tout notre possible pour aujourd'hui accompagner justement, que ce soit les entreprises ou les demandeurs d'emploi, dans cette nouvelle situation pour leur permettre de se connecter. Exactement. Alors, crise sanitaire et marché de l'emploi, c'est donc une opération que vous avez donc menée après constatation, après aussi statistique. Vous avez vu qu'il y avait eu une baisse au mois de mars, Bien sûr. une petite reprise au mois de mai, assez timide. Mais là, vous êtes là pour booster et relancer un petit peu ce marché de l'emploi. Effectivement. Donc, nous avons justement constaté que depuis le début de cette crise et depuis le mois de mars, bien sûr, il y a eu une chute vertigineuse de nombre d'emplois, de postes proposés. Les entreprises avaient pour objectif de s'organiser, d'organiser plus le travail que d'offrir de nouvelles opportunités et de se projeter. Surtout qu'il y avait cette incertitude qui ne permettait pas aux entreprises de se projeter. Et on l'a vu au fur et à mesure des mois, les entreprises se sont quand même repris un petit peu. Elles ont repris, en fait, elles se sont organisées autrement et se projettent autrement et avec des nouveaux métiers et de nouveaux postes qui se sont créés. Et donc, nous accompagnons les entreprises depuis cette crise pour leur permettre de proposer le maximum d'emplois aux jeunes et aux chercheurs d'emploi à travers une opération que nous menons actuellement pour des entreprises qui n'ont jamais collaboré par exemple avec Emploitique, de leur permettre d'utiliser notre plateforme pour proposer tous les postes d'emploi dont ils disposent, de leur permettre de publier aussi des offres de stage, de les accompagner justement pour leur permettre d'avoir accès à la plus grande base de données des candidats qui se trouvent Vous n'êtes pas seul sur le terrain aujourd'hui, vous avez de la concurrence dans ce domaine-là, mais vous êtes aussi bien installé depuis assez longtemps pour pouvoir sonder un petit peu ce marché de l'emploi ici en Algérie. Vous avez mis justement une plateforme intéressante pour pouvoir inviter les demandeurs d'emploi et ceux qui sont à la recherche d'un emploi, plutôt ceux qui sont à la recherche et ceux qui recherchent justement des jeunes entreprises. Vous avez mis en place un webinaire, c'est cela ? Alors oui, depuis le mois de mars, nous avons mis en place une série de webinaires pour donner des conseils aux chercheurs d'emploi, que ce soit sur la recherche d'emploi, mais aussi sur la situation actuelle, comment se préparer à la reprise. Et justement, à travers cette présence, je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à cette série de webinaires, que ce
ce soit des DRH, des professionnels RH, des consultants. Et cette série de webinaires continue. Notre objectif à travers cette action, c'est d'accompagner les chercheurs d'emploi dans leur recherche, mais aussi d'avoir un accompagnement psychologique. On voit que c'est important pendant cette période. Et à travers des conseils, à travers des orientations, à travers une mise en avant de métiers spécifiques, de métiers qu'on ne connaît pas forcément, qui pourraient donner, par exemple, des perspectives aux jeunes Algériens. C'est clair que, oui, bien sûr, après ce confinement, quelques mois de confinement, il y a beaucoup qui ont eu des idées innovantes, qui vont pouvoir peut-être asseoir une nouvelle entreprise et faire de la demande d'emploi dans ce sens-là. Est-ce qu'on parle aujourd'hui d'enclenchement d'après-Covid, de l'après-Covid? Oui, bien entendu. Aujourd'hui, ce qui est sûr, et c'est un article que j'ai lu il y a quelques temps, il y a eu une fracture, mais aussi une accélération de la digitalisation. La numérisation et digitalisation ont pris un grand essor exactement pendant cette période. Et ce qui est sûr, c'est que ça va continuer. Ce qui veut dire que ça va générer de nouveaux métiers, de nouveaux emplois, de nouvelles orientations, de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences qui sont recherchées. Et c'est justement pour mettre en avant ça et pour dire que les opportunités sont là. Voilà. Ce qu'il faut, c'est ne pas perdre espoir, c'est de garder focus sur ce qu'on veut faire et surtout d'être passionné. Parce que quand on fait un travail qui nous passionne, on est heureux. On est heureux. Bien sûr. Et épanoui, et ça se voit. Exactement, et ça se voit. Alors, quels sont les emplois les plus recherchés en ce moment? Est-ce que ça a été influencé par la crise sanitaire? Bien entendu, ça a été influencé. Il y a certains secteurs qui ont été touchés plus que d'autres. Le marché pharmaceutique, par exemple? Par exemple, mais vous avez aussi, vous avez des secteurs qui, par exemple, comme les banques, comme les assurances, comme le secteur de l'agroalimentaire, le secteur de la téléphonie, qui ont continué à travailler. Parce que c'était des activités nécessaires. Mais aujourd'hui, il y a de nouveaux... en fait, la relance, cette relance qu'on a constatée au mois de septembre, concerne pratiquement tous les secteurs, bien entendu, avec des différences selon l'activité. Il y en a qui, malheureusement, sont en perte de vitesse. Donc, oui, c'est sûr. Ils ont peur. Il n'y a pas... Aujourd'hui, en fait, c'est pas... On ne peut pas prévoir ce qui va se passer dans un mois. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une relance. D'ailleurs, on le constate. Et certains secteurs, par exemple, quand aujourd'hui on se dit le BTP c'est à l'arrêt complètement, ça a repris un petit peu. Voilà. Donc les secteurs reprennent peu à peu. Le tourisme qui est à l'arrêt complètement. Et j'en suis persuadée que dès que la reprise se fera, justement, ce sera la reprise même au niveau de l'emploi. Et d'ailleurs, on l'a constaté par rapport à l'ouverture de la saison qui s'est faite à la mi-août. Il y a eu un impact, par exemple, sur des métiers des hôtels qui ont réouvert. Donc, ça a repris un petit peu. Donc, la reprise se fait selon le secteur, selon l'entreprise et selon la demande. Mais ce qui est sûr, c'est que la situation est meilleure que ce qu'elle n'a été au mois de mars et au mois d'avril. Et nous sommes persuadés que ça ne pourra que s'améliorer. Bien entendu, tout dépendra de la situation sanitaire du pays. Alors, à quelle fréquence vous faites donc ces opérations? C'est tous les jours, quotidiennement sur le web? Par rapport au webinaire qu'on propose pour les candidats, donc il y a un programme qui est défini jusqu'à pratiquement la fin de l'année. Et il y a toute une communication qui se fait à travers notre site empathique.com ou sur nos réseaux sociaux. Donc c'est à raison de 2-3 webinaires par semaine avec des consultants, des DRH qui donnent des conseils et qui sont en interaction directe avec les candidats. Et nous sommes aussi à la disposition de tout candidat pour l'accompagner dans sa recherche. Alors quel est le côté le plus peut-être présent sur vos webinaires? Vous avez plus les entreprises ou les demandeurs d'emploi?
En fait, ce sont des entreprises, c'est des DRH et des RH qui donnent des conseils. Et c'est voilà, pour des candidats qui sont inscrits à ces webinaires. Donc, il y a une interaction qui se fait entre les deux. Pour les entreprises, nous les accompagnons aussi à travers des webinaires, des conseils, des rencontres aussi entre pairs pour partager les meilleures expériences, enfin, les meilleures façons de faire dans cette situation très particulière. Voilà. Des universitaires aussi qui sont à la recherche d'emploi, qui sont en détresse aussi, qui savent peut-être pas où s'orienter ou comment, bien sûr, bien s'informer. Effectivement, hein, c'est des actions que nous faisons tout le temps, c'est-à-dire que nous sommes près des universitaires, surtout des primo-demandeurs, ceux qui viennent sur le marché de l'emploi pour les accompagner, leur donner des conseils. Et aussi, ce que nous proposons à travers cette opération, c'est que toutes les offres de stage qui sont proposées par l'entreprise soient publiées de façon gratuite sur notre site. Donc, ce qui permettrait justement de proposer ne serait-ce qu'un premier pas dans l'entreprise, c'est la partie la plus importante. Et bien sûr que le protocole sanitaire soit clair de chaque entreprise. Bien entendu. Et bien informé, que ça soit bien perçu aussi par les demandeurs d'emploi. Bien entendu. C'est-à-dire qu'il faut savoir que toutes les entreprises ont mis en place des protocoles sanitaires très stricts. En fait, le protocole dépend de l'activité de l'entreprise et justement, ça a eu un impact aussi, par exemple, sur les entretiens. Les entreprises en plus... En fait, ils ont fait les entretiens autrement, ont utilisé beaucoup plus de technologies web pour effectuer les entretiens. La digitalisation, bien sûr, des informations. Les déplacements qui n'étaient pas possibles. Donc, les entreprises ont dû aussi s'accommoder de cette situation. Et ce qui fait que... il reste ce contact avec le candidat pour une intégration qui devrait être beaucoup plus facile par la suite à travers justement ces outils digitaux. Tout à fait. On a l'habitude, c'est vrai qu'à la nouvelle année, bien entendu, les universitaires sont là à rechercher un emploi ou pas carrément aller vers des salons de l'emploi. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Toutes les activités, bien sûr, ont baissé, ont cessé carrément. Est-ce qu'il va y avoir bientôt un nouveau salon de l'emploi on l'avait prévu initialement au mois de septembre, mais comme ce n'est pas possible. Ce sont des rendez-vous qui étaient donc, très attendus. C'est important et notre perspective, enfin, nos objectifs, c'est de le faire en début d'année 2021, en espérant que la situation sanitaire se rétablisse. Et bien entendu, c'est important qu'il y ait justement cette rencontre réelle, au-delà du digital, du virtuel, entre les demandeurs d'emploi et les entreprises. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. Peut-être un dernier mot pour encore informer un maximum de personnes qui voudraient bien sûr s'informer. Alors, donc, pour récapituler sur cette action, donc, il y a une action envers les entreprises qui n'ont jamais utilisé les services d'Emploitic. Nous pouvons les accompagner de façon avec grand plaisir, hein, parce qu'au-delà du fait que ça soit gratuit, de l'accompagnement, c'est vraiment un plaisir de le faire. Donc, les accompagner pour afficher toutes leurs annonces d'emploi et les opportunités sur Emploitic. Pour les candidats, nous sommes aussi à disposition de tout candidat qui veut avoir nos conseils, notre accompagnement, et à travers une série de webinaires qui sont dans le programme et sur Emploitic, de poursuivre et de les suivre à tout moment, même en mode replay, parce que tout est aussi hébergé, enregistré sur notre page YouTube, donc on peut les voir et les revoir autant de fois qu'on veut. En tout cas, bonne chance à vous, merci. Bon courage à toutes vos équipes, et puis en espérant que cette crise sanitaire va bientôt être l'histoire ancienne, Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah, c'est ce qu'on espère. Bon courage à vous, je rappelle Lila et Tahmlet, vous êtes directrice des opérations au niveau donc, de l'entreprise Emploitic. À très bientôt et bonne chance. À très bientôt, merci à vous. On va rester bien sûr dans le marché de l'emploi et cette fois-ci s'intéresser à un chef cuisinier, pas comme les autres. Et lui, bien sûr, quand il n'y avait pas de travail, il a dû occuper son temps différemment. Et oui, et sur le web, carrément. Il a décidé de donner des cours gratuitement sur Internet et même aux enfants. Ça a été aussi l'occasion d'une reconversion, le temps, bien sûr, de ce confinement. Regardez, c'est un reportage signé Lamia Bedbouda. Des blancs de poulet, 100 g de champignons, un demi-oignon, un œuf, de la farine
et de la chapelure. Voici les ingrédients de base pour réaliser une délicieuse recette mexicaine. Un smartphone posé sur un trépied, ajoutez à cela Internet et vous voici connecté dans le monde culinaire du chef Khalifa Messous. Pendant la pandémie du Covid-19, j'ai reçu beaucoup de demandes de personnes qui aimeraient apprendre à cuisiner. On sait tous que pendant le confinement, cela a engendré du stress chez les personnes. Moi, j'ai voulu leur changer les idées pour qu'ils oublient le nombre de cas contaminés et les décès, ainsi les occuper et les amuser. Pour notre chef, la cuisine, c'est toute l'histoire de sa vie. Sa première source d'inspiration, c'est sa mère, car tout a commencé pour lui très jeune. Dès mon jeune âge, ma mère, que Dieu la préserve, m'envoyait faire les courses. J'achetais de la levure et de la vanille. Cela me plaisait et m'inspirait. Au début, je faisais des choses très simples et pas forcément belles. Elle m'encourageait et me poussait à persévérer. Amateur de sucré, salé, vous avez un rendez-vous quotidien avec le chef Khalifa qui vous livre ses astuces et secrets culinaires. Un moyen d'écouler les longs moments de confinement. Mes cours par Internet sont très simples. Au début, on apprend le b.a.-ba de la cuisine et quand ils seront plus expérimentés, on passe à des recettes plus techniques. Même les petits détails et astuces. Je leur apprends tout. C'est une affaire de conscience. Des cours gratuits de cuisine sont proposés aux enfants. Une manière d'éduquer leur palais et à la clé de super cadeaux. Bon, درت لهم formation gratuite par internet. جبت لهم des cadeaux. J'ai fait une formation gratuite pour les enfants et je les encourage en offrant des cadeaux. Les recettes proposées sont des cookies, des brownies cakes, pizzas, des pains au fromage et bien sûr des glaces. Les enfants adorent ça. Un chef doublé d'un éducateur qui promet le transfert de son meilleur savoir aux élèves de la future école à Boumerdes, souhaitant lui bon vent. Voilà, de retour sur notre plateau, nous allons à présent apprendre les langues. Et oui, et c'est donc en Asie que nous emmène notre invité. Il s'agit de Mohamed Badj. Bonjour. Bonjour madame. Comment ça va? Alhamdulillah, alhamdulillah, très bien. Vous êtes enseignant, Oui. vous enseignez les langues à l'Institut Galileo. Voilà, Galileo, voilà. Il se trouve que je suis le fondateur de l'Institut et je suis moi-même, je fais partie du corps enseignant, je suis professeur de chinois et de japonais au sein de mon école. Pour dire que tout est possible quand on a la volonté de le faire. Alors vous étiez d'abord passionné, vous étiez étudiant en Polytechnique, c'est ça, c'est pas rien, hein, vous étiez très occupé et pourtant vous avez pu apprendre d'abord le japonais, vous étiez passionné par cette langue. Oui, depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Quand on aime quelque chose, on trouvera le temps pour faire ça. C'est vrai, alors ce peuple vous a un petit peu fasciné, Bien sûr. la vie donc au Japon, les mangas d'abord aussi. Oui, c'était l'initiation, c'était le premier contact avec beaucoup cette langue. d'Algériens, hein, comme beaucoup d'Algériens. Oui, comme la majorité même. D'ailleurs, le seul contact qu'on puisse avoir avec le japonais et tout, c'est les mangas ou les animés. Et bien, ça a été pour vous une première brèche pour pouvoir s'introduire dans cet univers. Vous avez appris doucement la langue et ensuite vous vous êtes perfectionné avec l'ambassade du Japon. Voilà. Bon, il se trouve que j'ai appris la langue pour un premier temps. J'ai passé mes diplômes au sein de l'ambassade, d'accord, ce qu'on appelle le GLPT, qui est l'examen officiel
de la langue japonaise. Il est organisé une seule fois par an par l'ambassade du Japon, bien sûr avec le Japon, et c'est un certificat japonais. Voilà. Et vous avez eu vos diplômes qui vous ont permis d'ouvrir cet institut, d'en être le directeur et l'enseignant. Voilà, aussi, bon, bien avant ça, je me suis lancé dans l'enseignement de la langue japonaise tout seul. Et nous avons lancé la langue japonaise au niveau du CEIL de AG Centre, d'accord, de l'université d'Alger 1. Après, bon, au fur et à mesure, je me suis dit pourquoi pas. Et d'ailleurs, vous saluez vos étudiants qui étaient formidables. Konnichiwa, minasan, alors, comment on dit bonjour en japonais? Vous m'avez dit konnichiwa. Konnichiwa, hai. Konnichiwa, hai. D'accord. Et sinon, durant la journée, on peut dire aussi ohayo. Non, alors bon, c'est ohayo gozaimasu, ça se dit. Ohayo gozaimasu, avec l'air, hein, en plus. Ohayo gozaimasu, quand c'est tôt le matin. Oui. Alors qu'après 10h ou là, après 11h, ce sera un konnichiwa tout simple pour dire bonjour. Voilà, pour juste le petit bonjour. Alors, voilà. grâce à cela, grâce à cet apprentissage, vous avez aussi compris le mode de vie de cette population, de ces... Disons qu'il faut vraiment s'immerser, d'accord. Une langue, peu importe laquelle, c'est quelque chose de vivant. On ne peut pas l'apprendre comme des mathématiques. Une immersion carrément dans une immersion vie. totale. Une immersion totale. Disons que pour apprendre quelque chose, il faut vraiment s'imprégner. Pour s'imprégner, il faut que tout le décor, tout ce que vous entreprenez, voilà, ce soit dédié à cette langue. D'accord. Donc quand on vient chez vous à Galiléo, on a un décor japonais, c'est ça? Oui, on essaie autant que d'apporter un petit décor. On essaie aussi d'apporter de la culture à travers peut-être les sushis pour ceux qui ont pu les goûter. Voilà, c'est quelque chose de maison. Nous avons aussi de la calligraphie, comme vous pouvez voir ici. Comme ce tableau. Voilà, exactement. Nous avons aussi des petits ateliers de origami. Origami, oui, le savoir-faire plier le papier. Pliage de papier, l'art de savoir plier le papier. Exactement. L'ikebana aussi. L'ikebana, l'art du réarrangement des fleurs. Bon, malheureusement, au sein de l'école, nous avons seulement des photos d'ikebana. D'accord. Nous n'avons pas de maître d'ikebana. En attendant d'avoir des maîtres, pourquoi pas. Inch'Allah, vraiment, ça nous ferait très plaisir. Alors, vous enseignez le japonais, mais pas que. Vous avez commencé par cette langue parce que vous la maîtrisez parfaitement. Vous avez eu donc voilà, votre diplôme, vos diplômes. Et ensuite, vous vous êtes un petit peu plus élargi vers le chinois et le coréen. Non, vers le chinois. Je suis prof de japonais et de chinois. Nous avons notre prof de coréen. D'ailleurs, je le remercie. Non, au sein de Galiléo. Oui, au sein de Galiléo, bien sûr, bien sûr. Alors bon, en ce qui concernera le chinois, disons que c'était un défi. C'était un défi personnel et en même temps c'était une complémentarité pour mon apprentissage de japonais. Il faut savoir que les caractères japonais, on confond souvent, on dit que les Japonais et les Chinois, bon, c'est pareil comme langue. Ça a toujours été, bien sûr, c'est-à-dire que beaucoup d'Algériens peut-être qui ne connaissent pas aujourd'hui, bien que ça y est, les Chinois ont beaucoup fréquenté les Algériens, etc. On connaît mieux leur culture. Maintenant, c'est vrai que c'était flou et puis cette comparaison n'était pas très appréciée entre les deux peuples. Hein. Alors bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il se trouve que le japonais, il y a très longtemps, ce n'était qu'une langue parlée. D'accord. Petit à petit, les Japonais, avec leur commerce en Chine et tout, ont commencé à subtiliser, si on veut, les caractères chinois, ce qu'on appelle les hanzi. D'accord. Et ils les ont adaptés dans leur langue. Maintenant, on les appelle les kanji, mais ils ont été fidèles. Kanji, en japonais, qui signifie caractère chinois. Du coup, les Japonais écrivent... Ils l'ont emprunté. Exactement. Les Japonais actuellement écrivent en caractère chinois et ont aussi trois manières d'écriture à part. On a ce qu'on appelle le romaji, qui est ce qu'on entend, l'écriture. Et là, c'est ce qu'on voit, par exemple, ce que vous voyez là. Non, ce qu'il y a derrière, voilà. Non, ça, ce n'est pas ça. Le romaji, c'est quoi? C'est ce qu'on entend. On écrit en caractère romain. Mais ça, ce n'est pas utilisé au Japon. C'est pour nous, pour les étrangers, pour nous permettre une petite facilité pour entrer dans la langue. C'est comme ce que j'ai fait moi. J'ai essayé exactement. Phonétiquement. Exactement. Ce que vous entendez, vous l'écrivez directement. Et ce qu'on a là sur le tableau, c'est le hiragana et le katakana. C'est une autre façon. C'est ce qui se rapproche le plus de notre alphabet. D'accord. Par exemple, nous avons ka, ki, ma, mi, me, etc. Katakana et hiragana, c'est deux choses totalement distinctes. Le hiragana est utilisé pour écrire ce qui est japonais, des mots d'origine japonaise, alors que le katakana est utilisé pour écrire un mot étranger. Par exemple, elevator en anglais, en japonais ce sera erebeta. D'accord. Et ce erebeta, vu que c'est un mot qui a été un mot étranger, on va l'écrire en katakana pour pouvoir différencier entre les deux. D'accord, c'est très bien. En tout cas, vous m'avez dit que c'est quand même une langue assez complexe pour l'apprentissage. Oui. Alors bon, en termes de complexité, pour nous, d'accord, c'est plus la mécanique que ce n'est pas du tout pareil. D'accord. Par exemple, en japonais,
Le verbe vient toujours à la fin. Chacun a son mode d'enseignement. Bien sûr, c'est totalement distinct. D'accord. Par exemple, au japonais, le verbe vient toujours à la fin, ce qui confond beaucoup les étudiants au tout départ. D'accord. C'est pour ça qu'il faut vraiment ganbaru. Ganbaru, c'est un mot japonais pour dire il faut persévérer. Ishokenme. Ishokenme yaru. D'accord. Pour dire ishokenme, c'est un mot pour dire de toutes ses forces. Il ne faut pas abandonner. Il faut arriver à faire la distinction comme quoi. Ça, c'est comme ça. Et ok, on l'accepte. On l'accepte, c'est une règle. Exactement. Et on ne change pas. Et c'est nous qui devons nous adapter et non pas la langue, bien sûr. Parfait. Bien sûr. Alors, comment est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait un engouement pour ces langues asiatiques en Algérie? Déjà, je suis fan. Oui. J'ai des amis fans. D'accord. Et bon, on a lancé l'école, on a Vous avez constaté bien avant, que exactement. beaucoup de personnes... Il y a de la demande, d'accord. On ne va pas dire beaucoup, d'accord, parce qu'il y a des petits curieux, du japonais, du chinois, etc. Mais il y a vraiment des gens très très fans, et ça nous fait très très plaisir. Oui, parce qu'en plus de ça, c'est des gens qui travaillent avec des multinationales quelquefois. Quelquefois, oui, exactement. Et bon, c'est vrai que l'anglais est aussi présent dans ces entreprises, mais pouvoir aussi avoir une langue supplémentaire, c'est un plus. Bien sûr. Pour le demandeur d'emploi, c'est un plus. Bien sûr, c'est quelque chose d'exceptionnel, vraiment. Mais ça reste quand même assez délicat, d'accord, et assez difficile, surtout pour un débutant. Alors, combien de temps on met pour pouvoir apprendre une langue? Par exemple, le japonais? On ne peut pas répondre à cette question. D'accord. Il y a tellement de paramètres que... On va dire, vous proposez cela en combien de niveaux? Le japonais actuellement en 12 niveaux, d'accord, pour atteindre un niveau avancé. En chinois, nous avons actuellement 9 niveaux pour atteindre un niveau intermédiaire, d'accord. C'est-à-dire on arrive à parler, dialoguer. On arrivera à parler, dialoguer dans divers sujets, mais de façon explicite. On ne va pas rentrer trop dans les détails, d'accord. Ça, ce sera pour un prochain niveau, Inch'Allah. Surtout pour les personnes, par exemple, qui ont des missions, qui vont devoir aussi s'expatrier. Ils auront aussi besoin de cette langue pour pouvoir se déplacer. D'ailleurs, le chinois, il ne faut pas se mentir, dans quelques années, ce sera la langue... Pourquoi pas, c'est vrai. Pourquoi pas, mais il y a tellement une grande avancée, exactement. Exactement. Et ça nous fait plaisir. D'ailleurs, je ne vous mens pas, à mes tout débuts, ce que je voulais à travers la langue, c'était plus pour garder un lien. D'accord. Parce que malheureusement, on n'a pas trop de japonais, chinois avec qui parler et tout. Je voulais créer une petite communauté pour en même temps ne pas perdre la langue. Exactement. Use it or lose it en anglais. D'accord. On l'utilise. Si on ne l'utilise pas, on la perd. D'accord. On a voulu former une petite communauté. Alhamdoulilah, on a trouvé le petit retour. On a trouvé des gens vraiment très studieux, très Voilà. Alors, l'enseignement se fait comment? Avec des outils didactiques, projection de films, des documentaires? D'ailleurs, à la fin de chaque niveau, en général, c'est un film. Projection. Ah oui, c'est un film, d'accord, entièrement en langue natale, et on essaie de décrypter. D'accord, on essaie de décrypter. C'est vrai que des fois, on n'arrive pas à comprendre le mot. C'est des dialectes peut-être, tout comme nous? Non. Ce n'est pas des dialectes. C'est en ce qui concernera le japonais. D'accord. Le chinois, c'est autre chose. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est d'arriver à déceler les mots. D'accord. Il faut vraiment développer l'instinct de l'étudiant. D'accord. L'écoute de l'étudiant. Et bien sûr, nous avons nos manuels. D'accord. Nous avons des méthodes audio, des exercices et tout. Et aussi de la culture. D'accord. Parce que il faut... C'est une invitation au voyage aussi. Grâce à la langue, on arrive à comprendre aussi chaque peuple, chaque culture de ce peuple et surtout, bien entendu, comprendre le mode de vie de ces personnes. C'est très important. Et la langue coréenne aussi, qui est une belle langue. Oui, et qui attire beaucoup de personnes. Très belle culture. Beaucoup de personnes. Majoritairement, sont des jeunes filles. D'accord. Majoritairement, je vous dis à peut-être 90%. C'est plus les jeunes filles qui sont intéressées par les dramas coréens et tout qui font fureur de par le monde. Les dramas. Bah oui, ça aussi, une façon aussi d'apprendre la langue. Bien sûr. Et ça leur servira, Inch'Allah. Ça leur servira. On ne peut pas dire que j'ai appris une langue juste comme ça. Il arrivera un jour où ça sera utile. D'ailleurs, c'est le cas. Alors, les sessions commencent quand et à quel moment? Inch'Allah, avec cette rentrée 2020-2021, nous avons lancé quelques groupes et nous allons commencer, Inch'Allah, prochainement, bien sûr, avec des mesures de restriction. La Covid-19 est un très très grand paramètre à prendre en compte, d'accord. Il faudra les mesures de sécurité adéquates et tout. D'accord. Il y a des paliers, de quel âge à quel âge? Alors les âges, en général, c'est de 13 ans et plus. D'accord. En ce qui concernera le japonais, notre moyenne d'âge est de 16 ans. D'accord. Mais en ce qui concernera le chinois, la moyenne d'âge est de 25 ans à peu près.
D'accord. Le chinois attire plus les professionnels parce que c'est eux qui vont s'en servir directement. Bien sûr, à travers les entreprises, etc. Exactement. Alors, pour l'apprentissage, donc vous, par exemple, vous avez des études, vous avez fait vos études en Polytechnique et vous avez travaillé. Ça ne vous a pas empêché d'apprendre la langue et de faire ça en parallèle? La motivation. La motivation. La motivation. Et c'est ce que vous conseillez aux étudiants aujourd'hui? Oui, oui, il ne faut jamais abandonner. D'ailleurs, je suis très fier de mes étudiants et étudiantes, vraiment. Je vous remercie de faire partie de notre aventure, d'accord? Mais il ne faut jamais se relâcher. D'accord, il faut toujours continuer à travailler. Et la méthode sur laquelle je me base, alors au sein de l'école, en général, mis à part pendant l'été, on ne fait pas de session accélérée. Nous faisons qu'une séance par semaine, mais il faut toujours maintenir un lien. Tous les jours, il faut travailler, ne serait-ce que 5 minutes par jour et tout pour garder le lien. D'accord. C'est notre méthode à l'école. On ne cherche pas 7 heures par jour, non, on cherche de la continuité à long terme. C'est là le progrès. Voilà. Alors, donc, vous invitez tous ceux qui veulent apprendre les langues à apprendre aussi un peu plus de chaque pays, que ce soit le Japon, la Corée ou bien sûr la Chine, avec chaque spécificité de chaque pays, bien sûr, à travers la culture que vous enseignez aussi. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Je vous remercie. Bonne chance à vous pour cette nouvelle année et puis bien entendu à vos étudiants qui vont vouloir apprendre les langues. D'accord. J'ai ramené avec moi un petit poème. Ah oui, un poème, c'est vrai. Un poème. Alors, bon, on va commencer par un petit poème japonais. D'accord. En japonais, on appelle ça haïku. C'est un petit poème qui exprime l'évanescence, quelque chose... pour exprimer quelque chose une régression de quelque chose. Alors, c'est un poème de Matsuo Basho. Très bien. Alors, Furui ike ya kawazu tobikomu mizu no oto. Alors ça exprime que dans un vieil étang, une grenouille a sauté dans cet étang. Qu'est-ce qui s'est passé? Mizu no oto, le bruit de l'eau. Normalement, c'est splash. Mais imaginez une vieille clairière. C'est un poème japonais. Voilà, l'écho va disparaître graduellement. C'est ça l'évanescence. D'accord. Et ça, c'est un petit poème chinois. Alors, Chuan xiao, chuan mian, bu jue xiao, chu chu wen ti niao, ye lai fang yu shang, hua luo zhi duo shao. C'est un poème de Meng Haoran. D'accord, sur l'aube du printemps. D'accord. Bon, on va essayer. Oui. C'est toujours avec beaucoup de sagesse, leur poésie. C'est très court et très précis en même temps. Très très court et très précis. Vous avez voulu exprimer quoi en choisissant ces deux poèmes précis? Ça, c'était pour montrer la délicatesse et la subtilité des poèmes japonais. D'accord. Comme quoi, c'est court, mais il faut vraiment s'immerser là-dedans. D'accord. Si on entend comme ça, alors un étang, une grenouille, de l'eau. C'est rien du tout. Mais il faut vraiment vivre l'instant. Il faut vraiment se mettre dans le décor. On se met là-bas, dans une vieille forêt ou je ne sais où. Qui rappelle encore une fois la sagesse des Japonais et le calme légendaire des Japonais. Ah oui, exactement. Et en ce qui concerne ce poème chinois, c'est pareil, d'accord. En chinois, ce qu'il faut savoir, ce n'est pas une langue difficile. Loin de là. Loin de là. C'est une langue très très facile, d'accord. Pour un débutant, parce que il y a, c'est vrai, l'inconvénient de la prononciation. Ça, mais si on arrive, à le dépasser, les sont forts dans la prononciation. En tant qu'arabophone, francophone, anglophone, ils y arrivent très facilement. Cette capacité d'apprentissage. Voilà, mais en ce qui concerne le chinois, c'est un peu délicat. Mais après avoir franchi le mur de la prononciation, il n'y aura plus aucun souci. Parfait. Très très peu de mots de vocabulaire pour beaucoup de sens. Voilà, il faut juste savoir en tout cas pour cette invitation à l'apprentissage des langues asiatiques. En tout cas, bonne chance, à très bientôt. Je rappelle, Mohamed Bahadj, vous êtes donc directeur et enseignant des langues à l'Institut Galiléo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je vous remercie de nous avoir invités. À très bientôt. Comment dire au revoir en japonais? En japonais. Matane. Et ben voilà, matane, à tout à l'heure. Voilà, on continue. Restez avec nous. On va voir ensemble ce reportage. Donc, plutôt une chanson, pardon, Mehdi Laifaoui. On se retrouve juste après.
De retour sur notre plateau, après donc les langues, on va passer au sport cette fois-ci. Je vais dire à Hakim, je vais voir s'il connaît un petit peu le japonais. Konnichiwa. Bonjour. Ah bien, vous avez suivi. Non, pas du tout. Pas du tout, mais ce sont des termes qu'on connaît. Hein. On apprend généralement les langues, c'est comme ça qu'on les apprend. Oui, surtout les sportifs. En espagnol, les sportifs, ils se doivent d'avoir peut-être une connaissance suffisante en langue pour pouvoir communiquer avec leurs adversaires, avec les arbitres, internationaux. Voilà, avec les autres internationaux, surtout qui voyagent beaucoup. Ils ont tout intérêt à apprendre des langues pour pouvoir communiquer avec les gens. Et c'est tout à leur honneur, hein, parce qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Exactement. Voilà, vous allez peut-être continuer pour compléter votre apprentissage. Pourquoi pas. On essaye de prendre, là où on rencontre des gens, on essaye d'apprendre des termes, des mots qui soient techniques, qui soient juste sympathiques pour dire bonjour, pour dire au revoir. Donc on essaye de prendre sur les autres, puisque ça sert toujours après ailleurs. Voilà. Bravo. Alors là, on va parler de football ce matin. Football. Et on va parler aussi d'un international qui nous a quittés malheureusement ce jeudi. N'est-ce pas? Oui, c'est monsieur Habib ou Hassan Habib Louhad Di Achour, connu beaucoup plus sous le surnom de Achour, un ex-international qui a énormément apporté au football national, que ce soit en équipe nationale. Il n'a pas eu beaucoup de convocations en équipe nationale, si je ne me trompe pas, je crois 13 convocations. Ça reste parmi l'un des meilleurs attaquants algériens, en compagnie bien sûr de Hassan Lalmas, en compagnie de Kalem, hein, qui devait aujourd'hui normalement, puisque voilà, lui il a eu l'occasion de le connaître, de le côtoyer, que ce soit en club, que ce soit en équipe nationale. Ce sont des gens qui malheureusement nous ont quittés sans nous rien laisser derrière. On aurait aimé, on aurait aimé qu'ils nous laissent leur mémoire, leur vécu. Malheureusement, leur nom qui retentit quand même, qui sont sur les murs. On voit des jeunes, par exemple, dans notre quartier. Et au niveau du boulevard, il y a donc Hassan Lalmas, qui est donc immortalisé à travers un dessin de ses fans. Voilà, de ses fans. Et bien d'autres. La jeunesse algérienne n'a peut-être pas eu l'occasion de voir certains joueurs évoluer, à l'image de Hassan Lalmas, à l'image de Kalem, à l'image de Feu Achour, et j'en oublie peut-être certains. Il y a certains jeunes, ils n'ont entendu que le nom, dire que un tel ou un tel. Mais la légende est tellement forte, elle est tellement forte qu'il est important de relever encore cet hommage pour rendre continuellement ces hommages à ces personnes qui ont marqué le football et le sport algérien. Et on dit souvent, il ne faut jamais oublier ses aïeux, c'est-à-dire les gens qui sont passés avant nous. Ils ont vécu peut-être dans une période différente, avec des moyens différents, avec une mentalité différente. Aujourd'hui, le sport a énormément évolué, il y a beaucoup plus d'argent, c'est beaucoup plus compliqué avec les partenaires, les sponsors. Avant, c'était on jouait pour les couleurs du club, on jouait pour le maillot. Certains joueurs percevaient entre 2000 6000 dinars, même s'ils avaient quelques avantages, on va dire, sociaux à côté, mais on jouait pas pour l'argent avant. Aujourd'hui, l'argent englobe un peu la grosse partie du spectacle, comme on aime le surnommer. Le sport, c'est un spectacle avant tout. Avant d'être un sport, c'est surtout un spectacle. Aujourd'hui, de par le monde, on parle plus de matchs de foot, on parle d'événements sportifs, pour vous dire que tout ce qu'il y a derrière. Et surtout, il y avait l'enseignement, il y avait l'éducation aussi, qui était très présente. C'était le respect, bien sûr, des anciens, et de pouvoir être aussi fort et aussi mais avant, ça faisait extraordinaire sur le terrain. Ça faisait partie de la vie journalière des gens. C'était une passion avant tout, avant que ce soit un métier. Aujourd'hui, le sport est devenu un métier à part entière. Les athlètes sont des employés, des travailleurs dans certains clubs, dans leur fédération. Ils sont payés, ils sont aidés pour apporter un plus au sport national et à leur fédération plus précisément. C'est un numéro aussi, quelquefois. Oui, c'est une obligation. Après, vous savez, quand il y a énormément d'argent, on a vu des noms, des grands noms du sport qui nous ont impressionnés à un certain moment. Et après l'argent qui avait pris le dessus, on avait ces joueurs tomber dans des déboires. Aujourd'hui, on parle de transfert de joueurs, on parle de... Ce qui fait mal, par contre, c'est les oubliés du sport. Et nous, en tant que jeunes qui avons vécu certaines périodes avec ces anciens, qui avons eu l'occasion de les voir évoluer, de les côtoyer, on sait comment est-ce que ces gens-là vivaient. On sait comment est-ce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils apportaient au sport. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus d'argent, qu'est-ce qu'il va apporter sur un plan financier que sur un plan sportif. C'est le plus gros problème. Ça a un petit peu évolué, mais c'est l'évolution, hein, c'est l'être humain qui évolue. Exactement. Le sport est devenu... Comme notre secteur. Voilà, le sport est devenu, comme je le disais, un métier à part entière. C'est quelque chose qui rapporte énormément d'argent. Et si on n'investit pas, on n'a pas de retombées derrière. Donc, alors, avec la crise sanitaire, on va dire que ça a un petit peu déstabilisé beaucoup de clubs à l'international, comme chez nous aussi. Les rentrées d'argent ont baissé. Tout le monde a été touché. Tout le monde a souffert de cette pandémie et de ce Covid-19. Tout le monde a souffert. Tous les championnats se
se sont arrêtés à un certain moment. Ouais. On a hésité à redémarrer les différents championnats. C'est la première fois dans l'histoire du sport qu'un tel événement vienne chambouler toutes les programmations qui étaient. Les Jeux Olympiques, le championnat d'Afrique, tout a été décalé. Donc il y a, on va dire également, je reviens toujours à la partie finance, puisque c'est un financement très important de la part de certaines fédérations, de la part de certains sponsors. Aujourd'hui, il n'y a aucune retombée financière de par l'organisation de ces événements, puisqu'ils ont été tout simplement reportés à des dates ultérieures. C'est toute une saison qui a été pratiquement perdue pour tout le monde, pas qu'en Algérie, mais dans tous les pays, partout Bien dans le monde. Bien que ça a repris aujourd'hui, beaucoup donc, de clubs ont réussi quand même à continuer les entraînements, surveiller les entraînements, et beaucoup d'athlètes sont fin prêts pour ces Jeux Olympiques. Aujourd'hui, le plus important, il aurait fallu profiter de cette période. Voilà, aujourd'hui, on va en parler dans quelques instants, puisqu'on va reparler de la préparation de nos équipes nationales, de la reprise des entraînements, des autorisations qui ont été données par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Avant, on revient donc à cet hommage, comme je le disais. Donc, il ne faut jamais oublier de garder, d'essayer de garder les mémoires de nos aïeux, de ces anciens qui ont tant apporté au football national et au sport en général, puisqu'ils sont nombreux. Il y a des boxeurs, il y a des judokas, il y a des athlètes, il y a plein de monde qui sont, ils ont été délaissés un petit peu, et aujourd'hui, on est en train de les perdre. Voilà, il y a des petits clubs, des petites associations qui rendent hommage à ces athlètes. La plupart des grands noms du sport sont sortis par des associations sportives. Par exemple, Feu, donc Monsieur Achour, était venu de l'OM Ruisseau pour aller renforcer le club du Chabab Riadi de Belouizdad, qui est un club mythique connu en Algérie. Donc on va voir un petit reportage sur le parcours de ce mythique joueur qui a évolué aux côtés bien sûr de Hassan Lalmas, de Kalem, de Abrour, mais également qui a eu l'occasion de côtoyer Pelé. On va voir ce petit reportage qui a été contacté, et puis ce petit retour et cette petite pensée pour ce grand joueur par Mokhtar Hammani qui nous a préparé ce petit sujet. Achour. Sur Kalem, Achour. Non. Intervention des gardiens de Gilmar. Numéro 8. Achour, où Monsieur s'entre en retrait, étalant ici toute sa classe au stade Zabana d'Oran en 1969 face au club du Roi Pelé, Santos du Brésil. Et ce n'était là qu'une petite partie d'une grande carrière de l'une des étoiles du football algérien qui s'est éteinte jeudi des suites d'une longue maladie à l'âge de 82 ans. Souvent associé à Hassan Lalmas, Achour, de son vrai nom Habib Louahdi, entame sa carrière de footballeur au lendemain de l'indépendance et dans une grande école du football algérien. 61-62, à l'époque nous avions formé une équipe à l'OMR, une équipe de quartier qui faisait des compétitions interquartiers, et un jour nous avons rencontré l'équipe de la Colombe Boirol où il jouait Hassan Lalmas. C'était ce jour-là où nous l'avions contacté pour rejoindre les rangs de l'OMR. À partir de ce jour-là, nous avons continué à jouer ensemble jusqu'à l'indépendance. Et après la première équipe de l'OMR, nous avons joué une année ensemble dans la régionale. Par la suite, je suis parti à l'OMR, au CRB. C'est comme ça que ça a commencé. On a commencé au mois de juillet 63 à Achour Wanaya, في Chabab Riadi de Belcourt. Et c'était l'époque où il y a eu la venue de Nassou, Hammar, كان زادوا جابوا l'entraîneur Ahmed Arab, جابوا Ahmed Zitoun. Sur Kalem, sur Salmi, sur Achour, qui contrôle du pied gauche, intervention de Gilmar. Sur Kalem, sur Belouda, sur Achour. Un très beau tir, mais... Avec l'Almas, Kalem, Abrouk et autres, Achour incarnait l'âge d'or du CRB, le club avec lequel il réussit à glaner plusieurs titres dans les années 70, dont 2 doublés Coupe Championnat et un triplé historique Coupe Championnat et Championnat maghrébin en 1970. Et quand il s'agissait de parler de ses coéquipiers et du grand Hassan Lalmas, Achour faisait sortir ses grandes qualités humaines. C'est un joueur qui n'aimait pas perdre, et qui donnait tout ce qu'il avait, comme force, qui encourageait ses partenaires. Humble, souvent discret, le grand Achour nous laisse aujourd'hui la belle image du footballeur algérien à la carrière exemplaire. Adieu le grand. Achour,
centre. Reha, intervention de Gilmar. Voilà, Allah yarhamou. En tout cas, c'est un joueur. À toute la famille. Tout à fait. Voilà, c'est quelqu'un d'humble, c'est quelqu'un de très correct, il a toujours été correct. On a vu Hassan Lalmas, qui ne connaît pas Hassan Lalmas. Hassan Lalmas qui parle très rarement de ses coéquipiers, mais quand il reconnaît des hommes de valeur, il n'hésitait jamais à en parler. Allah yarhamou également Hassan Lalmas, et les gens le lui rendent bien, puisque Hassan Lalmas était également une icône du football national. Aujourd'hui, il n'en reste pas beaucoup, donc on les avait entendus, Mokhtar Kalem, Abrouk, il y a encore quelques petites pépites qui sont encore vivantes, autant en profiter. Maouche, donc un des aïeux qu'on salue, l'un des rescapés de cette glorieuse équipe du FLN qui reste encore à la tête de cette grande association de la glorieuse, avec Zouba également, donc tous ces gens-là, on devrait commencer à penser à essayer de protéger leur mémoire, à garder leur mémoire et à les utiliser également en tant qu'aïeux, en tant que connaisseurs de ce monde, qui est le football. Oui, on les a revus heureusement d'ailleurs durant la Coupe d'Afrique, ils étaient présents sur nos plateaux, présents ils avec étaient nous très... tout au long, et derrière les verts, derrière les Ils avaient Fennecs. beaucoup de souvenirs et beaucoup d'expérience à donner aussi à cette jeunesse. Ils ont vécu une période différente, et aujourd'hui c'est une période totalement différente encore de ce qu'ils avaient vécu eux, mais ils se projettent également là-dedans en donnant des conseils de temps à autre, en proposant des solutions pour essayer de relever le niveau du football national. Tout à fait. Alors on l'a vu à travers le reportage de Mokhtar, il a eu donc plusieurs titres durant sa carrière. Il y a eu donc très riche, et surtout il a donné l'occasion à beaucoup de coéquipiers de jouer avec lui. Vous avez cité tout à l'heure notamment Pelé. Il a marqué avec l'équipe Santos. À Oran, c'est ça? Voilà, à Oran. Donc c'était en 1965, 56 ou 65, si je ne me trompe pas dans les dates. C'était un match mythique, les Santos qui venaient jouer ici à Oran, au stade d'Oran, avec le Hassan Lalmas, avec toute la panoplie de joueurs qui avaient ce temps-là en équipe nationale. Et puis ça reste quand même un match mythique. Recevoir le roi Pelé en Algérie, lui aussi il était très content d'être ici et d'avoir joué. Quelques années à Mokhtar qui lui avait posé la question. Exactement. Et malgré, c'est vrai, les souvenirs difficiles et sa façon de parler aussi qui était un petit peu devenue très difficile, il s'était rappelé, le souvenir était resté vivant. C'est un des souvenirs qu'on ne peut pas oublier. Vous savez, participer à des Jeux Olympiques, participer à un championnat du monde, gagner un trophée pour l'Algérie, jouer contre de grands noms du football mondial, ça reste ancré dans nos esprits, quel que soit l'âge, quel que soit l'état de santé. Il a quand même décroché les crampons assez tôt, 34 ans, je crois. 34 ans. Pour un footballeur, c'est jeune, mais bon, dans la période, comme on a tant souffert, beaucoup de voyages, beaucoup de complications, surtout que la plupart des équipes nationales dans le temps, c'était des équipes plutôt qui œuvraient pour la reconnaissance de l'Algérie sur le plan international, de l'équipe nationale de football sur le plan international, après leurs aïeux de la glorieuse équipe du FLN. Ces joueurs qui sont venus par la suite ont voulu maintenir ce flambeau et maintenir ce blason qu'avait l'Algérie dans le temps, juste avant l'indépendance, qu'avait l'Algérie sur le plan international et sur le plan footballistique et sportif, puisque ils ne sont pas les seuls. On a eu quand même des Lazhari en gymnastique parmi les premiers qui avaient participé donc, aux Jeux Olympiques. C'était une première également pour l'Algérie post-indépendante. Donc vous voyez, ce sont des gens qui ont beaucoup apporté sans rien demander en retour. Et aujourd'hui, on ferait mieux de garder ces mémoires, de les protéger pour les apprendre aux jeunes qui arrivent. Ce sera un exemple inestimable pour la jeunesse qui arrive. En tout cas, merci pour cet hommage que vous lui avez rendu au niveau donc, de la sportive. De la sportive de Canal Algérie. Bien entendu, de Canal Algérie. Donc, Allah yarhamou, Achour, qui a marqué bien sûr les esprits et surtout le football algérien. Tout à fait. On va passer bien sûr à l'escrime aussi, plutôt à la voile. À la voile. Enfin, on pourrait parler d'escrime, mais bon, puisque... C'est la voile. Voilà, c'est la voile, c'est l'équipe nationale. Donc, on aurait pu parler des autres disciplines. Aujourd'hui, donc, on a préféré parler de la voile, le RSX. Voilà, les préparatifs de l'équipe nationale. Leur deuxième stage, ça se passe du côté d'Alger-Plage, au centre nautique de la Fédération algérienne des sports de voile. Linda Tebboune s'est rapprochée de cette équipe nationale composée de 6 athlètes, 3 filles, 3 garçons qui sont en train de préparer les prochains Jeux Olympiques. Vous le savez, ces Jeux Olympiques qui devaient se dérouler cet été ont été reportés à l'année prochaine, voilà, en 2021, le mois de juillet prochain, en raison de la pandémie donc, de ce Covid-19. Pour la plupart des athlètes, certains, bien sûr, n'ont pas encore décroché leur billet
pour les Jeux Olympiques. Ils sont en pleine préparation. Il y a les athlètes de karaté, il y a les athlètes de judo. Il y a encore plein d'athlètes algériens qui n'ont pas encore réussi. Aujourd'hui, tant mieux, alhamdoulilah. Surtout avec la nouvelle nomination du président. Donc aujourd'hui, avec l'ouverture, on va dire, de l'État à ces équipes nationales de pouvoir préparer leur future échéance internationale, la reprise a été faite pour une grosse partie des fédérations. Pas toutes pour l'instant, mais la plupart qui ont les moyens ont réussi à démarrer leur préparation, surtout pour les athlètes. Nous, à Canal Algérie, comme on a toujours fait vivre à nos téléspectateurs chaque événement avec bien sûr la voile qui reste quand même parmi les sports porteurs de médailles sur le plan continental mais également sur le plan international. Il y a eu déjà des participations aux Jeux Olympiques de la part de nos VI planchistes. Aujourd'hui, ils espèrent aller encore plus loin et décrocher peut-être un peu plus. Vous nous l'avez fait vivre, ce bel événement, il y a quelques années. Donc c'est toujours un plaisir. Un panorama magnifique, extraordinaire. C'était du côté de, rappelez-nous. Alors il y a eu le championnat de voile. Il y avait le championnat de voile du côté d'Oran, donc on est parti du côté d'Oran. Il y a eu à Mila, il y a eu à Alger, il y a eu à Alger plage. Les derniers championnats d'Afrique se sont déroulés donc en 2019. On a eu l'occasion d'y assister. Et à chaque fois, à chaque fois on est présent avec la Fédération algérienne des sports de voile puisque c'est un sport qui attire. C'est un bol d'air déjà, voir la mer, aller et même les journalistes peuvent faire leur stage aussi. Chaque année. Chaque année, ils nous offrent la possibilité au niveau de la Fédération de voile de pouvoir donc, connaître un peu mieux, se familiariser avec tout ce qui est les sports nautiques, le jargon aussi utilisé. Le jargon, les termes qu'on utilise, bâbord, tribord, etc. On a beaucoup appris, on a fait des stages avec eux, c'est toujours un plaisir. Les catamarans, tout ça. Voilà, c'est ce qu'on dit, joindre l'utile à l'agréable. Donc nous on en profite en tant que journaliste de sport. Allez, tout de suite, que se passe-t-il chez les Verts de l'équipe nationale de voile qui sont en stage au niveau de la base nautique et de l'école nautique d'Alger-Plage? Linda Tebboune est allée faire un petit tour du côté d'Alger-Plage pour nous conter la préparation des Verts. Regroupés depuis plus d'une semaine à l'École nationale des sports nautiques et subaquatiques de Bordj El Bahri, l'équipe nationale de voile a entamé sa préparation par des séances physiques et une évaluation du niveau des villes et planchistes après un arrêt de presque 6 mois en raison de la crise sanitaire. Alhamdoulilah, ils ont une bonne condition physique, مازالهم حاكمين المستوى تاعهم. Après le stage الاول والstage deuxième هذا كاينه une amélioration. رانا ما رايحين معاهم غير بالعقل التحضير البدني العام بعد التحضير البدني سبيسيفيك والمعنويات تاعهم مرتفعه الحمد لله. On fait le nécessaire pour ça, pour les motiver, pour aller au loin, Inch'Allah. Nouveau matériel, nouveaux équipements et nouvel aménagement. Tout est mis à la disposition des athlètes et du staff technique pour assurer une bonne préparation à nos jeunes. On a rééquipé la salle de telle manière sur demande de la fédération par rapport aux besoins de la fédération. C'est l'école nationale des sports nautiques et subaquatiques de Bordj El Bahri où le stage qui abrite maintenant le stage de préparation avec les améliorations, avec la digue de protection pour protéger, pour faciliter la mise à l'eau, pour protéger les athlètes, pour préserver le matériel interne. L'objectif tracé pour ce stage et ceux qui vont suivre est de se préparer au rendez-vous de Tokyo 2021. Bon, les Jeux Olympiques, c'est l'insani snahom, quel que soit athlète ou l'entraîneur ou le dirigeant, vraiment très la motivation est vraiment très élevée عندهم. Ils préparent à fond pour au rendez-vous. 2 athlètes se sont qualifiés pour les Jeux Olympiques, parmi eux Hamza Bouras, et d'autres sont en pole position pour arracher leur qualification. C'est ma deuxième qualification aux Jeux Olympiques. Je vais travailler pour améliorer mon niveau et pour obtenir un meilleur classement que 2016 et pourquoi pas une médaille. On est encore en stage et quand vous savez les Jeux Olympiques ont été reportés, donc on a plus de temps pour bien se préparer. Pour rappel, l'équipe nationale de voile a effectué un premier stage du 20 août au 4 septembre dernier, au même lieu. Voilà, on a pu voir les champions d'ailleurs. Les champions, bon, c'est les champions d'Afrique. Boras, voilà, Boras, Katia, donc Belabès. L'équipe est composée, donc je le disais, de 3 filles, 3 garçons. Donc Hamza Boras, Ramzi, Boudjalti Yamina Berchiche et Katia Belabès, ce sera en RSX. Et puis, donc Wissem Ziani et Malia Karassan, ce sera dans le laser radial. Alors le laser radial, c'est une sorte de petit bateau avec la voile. Et le RSX, c'est la planche à voile assez spéciale, donc avec plus de vitesse, une voile assez particulière. Exactement. Voilà. Et pour les plus petits, ils ont les optimistes.
ont les petits optimistes, ils ont leur petite voile, donc voilà. Donc il y a toujours l'école. C'est dommage. Ils sont très doués, hein, les enfants. Très doués, mais ce qui est dommage pour l'instant, c'est que l'ouverture n'est pas encore faite pour ces petits genoux, puisque pour l'instant c'est consacré, même dans les autres disciplines. Hein, on rappelle qu'en football, mis à part les équipes A, les équipes nationales, donc A et Espoir ou U23 comme on les appelle, dans le championnat également, mis à part les seniors et chez les juniors, le reste des catégories n'ont pas encore débuté. Donc les entraînements et la saison sportive. Seules, ce qu'on appelle les équipes professionnelles, ont débuté leur préparation aujourd'hui en Algérie en raison, encore une fois, de cette pandémie du Covid-19. C'est dommage pour les jeunes. Hein. Bah oui, on espère, hein, puisque le championnat, lui, est censé redémarrer aux alentours du 20 novembre. Ça reste un point d'interrogation. Pour l'instant, une date a été donnée, fixée au 20 novembre. Et puis par la suite, on verra bien sûr selon l'évolution de cette pandémie. Très bien, très bien. Voilà. Puis on verra un petit peu ces équipes de voile qui ont peut-être aussi des activités au niveau de Boukelden, par exemple. Il y a aussi au niveau du barrage de Boukelden qui est l'école nautique qui est surtout consacrée à l'aviron. Hein. C'est surtout consacré à l'aviron puisque c'est un barrage. Il faut une eau plate, il faut une eau donc bien où il n'y a pas de remous et c'est spécialement consacré à l'aviron. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations qui proposent ces virées d'aviron. De plus en plus d'adeptes aujourd'hui en Algérie. Hein, il n'y a pas que ça, c'est aussi un moment agréable d'aller passer un petit moment agréable au bord de l'eau, au niveau du barrage de Boukelden par exemple. Et j'en passe, hein, puisque c'est pas le seul. Il y a aussi du côté de Mila, il y a aussi un peu partout. Il y a des écoles qui essayent d'être construites, d'être mises en place par les différentes fédérations afin de proposer à la population les activités. Ça sera l'occasion de découvrir des graines de champions, pourquoi pas Possible, cachées. Voilà, des graines cachées de champions. Éventuellement pour les prochaines et les grands événements sport du monde. Voilà, alors ça a été pour la voile. D'autres activités, d'autres nouvelles de nos sportifs peut-être? Pour l'instant, ce qui pose problème, c'est l'équipe nationale algérienne qui doit reprendre ses éliminatoires, ses qualifications au prochain mondial, à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Jusqu'à présent, problème en raison de cette pandémie du Covid-19 de réaliser des stages, d'avoir des sparring partners pour l'équipe nationale algérienne qui devait aller donc à l'étranger pour jouer de matchs en raison de la pandémie. Il y a eu un refus. Que va décider la fédération? Que va décider Jamel Belmadi? On attend. La décision sera prise au courant de cette semaine pour avoir l'officialisation de combien de matchs aura l'équipe nationale avant le début et la reprise des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations et des éliminatoires de la Coupe du Monde. On espère pour Jamel Belmadi et CKP le meilleur puisque on aimerait bien que cette équipe nationale se retrouve et des matchs d'application avant de rentrer et d'entamer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. On s'était habitué à ces déclarations, donc on attend encore ces déclarations. Oui, on attend encore, mais bon, on souhaiterait le plus rapidement une régularisation donc, de ce stage de l'équipe nationale et des matchs d'application le plus tôt possible. Parfait. Ce sera le meilleur moment pour Jamel Belmadi et ses joueurs qui espèrent pour cette fois-ci et la Coupe d'Afrique des Nations et pourquoi pas un très très bon résultat en Coupe du Monde de 2022 si on se qualifie puisqu'il a dit c'est Inch'Allah Fel. Jamel Belmadi l'avait dit, ça se passe au Qatar, Inch'Allah fait pour l'équipe nationale. Merci beaucoup pour toutes ces informations sportives, Hakim. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur nos plateaux. Le plaisir est partagé. Et puis on vous dit à très vite. À très bientôt. Pour un autre rendez-vous avec le sport. Voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. J'espère que vous avez aimé notre programme d'aujourd'hui. Merci à toute l'équipe. On vous souhaite une excellente matinée en notre compagnie, bien sûr en compagnie des programmes de Canal Algérie. On se donne rendez-vous dès demain, 8h30. Au revoir, bonne journée.